Le mot aviation, du latin avis, oiseau, a été employé pour la première fois par Gabriel Lalandel en 1863. Le terme avion sera ensuite utilisé en 1875 par Clément Ader, avion qui signifie appareil volant imitant l'oiseau naturel. Ce secteur restera notre champ de bataille. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nous avons avec nous aujourd'hui M. Hervé Mwamba Ditoutou. Avec lui, nous allons brosser le terme aviation. Nous allons entrer dans le détail. Sans plus tarder, je veux aller le rejoindre et nous nous retrouvons tout juste après. Il s'appelle Hervé Mwamba Ditoutou, ingénieur en aviation. Monsieur Hervé, bonjour. Bonjour Madame Rosier. Est-ce que nous pouvons vous connaître avec plus ample détail? Oui, comme vous l'avez dit, je suis Hervé Mwamba Ditoutou. Je suis ingénieur d'aviation civile de l'Institut supérieur de technique appliquée de Kinshasa depuis 2013 et ça fait pratiquement 10 ans que je travaille dans le secteur de l'aviation civile en RDC et je travaille aussi comme consultant pour l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo dans le cadre de la sûreté de l'aviation civile. Donc, de manière assez brève, voilà qui je suis. Alors, d'entrée de jeu, nous voulons savoir, comprendre que veut dire aviation, puisque nous entendons souvent les gens nous parler de l'aviation. On se dit, est-ce qu'il y a une différence entre l'avion et l'aviation? Quelle relation il y a entre les deux? En fait, déjà, aviation, pour moi, je dis c'est un concept polysémique, donc qu'on peut comprendre de plusieurs manières, de plusieurs sens. Le premier sens qu'on peut donner d'abord, c'est celui de la navigation aérienne. Comme vous l'avez dit, vous avez parlé de l'avion en fait. Lorsqu'on parle de navigation, déjà naviguer, c'est se déplacer d'un point à un autre. Et on se déplace par les airs. Alors, on se déplace par les airs en utilisant un véhicule. Hein. Bon, on peut l'appeler véhicule ou bien on peut l'appeler engin et tout, qu'on appelle communément avion. Autrement dit, l'aviation peut être aussi comprise comme étant un système et dans lequel vous avez plusieurs éléments. Vous avez notamment les personnes, les gens, les acteurs qui interviennent, vous avez les équipements, vous avez les infrastructures, hein, mais l'élément central étant bien sûr l'avion. Alors l'avion en quelque sorte c'est l'élément central de ce système que nous appelons aviation. Alors que pensez-vous de ces étudiants qui font l'aviation mais qui après ne continuent pas, n'embrassent pas ce métier? Qu'est-ce que vous pensez de ces personnes? Est-ce que c'est dû à certaines difficultés ou c'est peut-être leur conviction personnelle? En fait, cette question, je pense qu'elle est... c'est une question assez transversale, hein, parce que je me dis que ce n'est pas seulement le domaine de l'aviation qui est concerné. Nous avons eu je dirais, cette grâce, cette bénédiction d'avoir fait des études dans le domaine de l'aviation, aujourd'hui travailler dans le secteur de l'aviation. Mais je pense que c'est une problématique qui n'est pas propre seulement au secteur de l'aviation, mais qui concerne un peu tout ce qui se passe dans notre pays. Nous voyons souvent les gens ne pas forcément faire la carrière ou bien ne pas continuer effectivement dans les études qu'ils ont faites. Ça peut être aussi un problème d'orientation, parfois. C'est-à-dire que certains sont venus embrasser une carrière non par passion, parce que ça c'est un élément d'abord primordial. Donc, il faut vraiment avoir la passion de ce que vous faites et cela vous permet de braver tous les défis qui peuvent se présenter devant vous, toutes ces contraintes, vous savez facilement les surmonter. Mais je pense que c'est aussi une thématique sur laquelle nous pourrions réfléchir dans les prochaines émissions, parler un peu, voir comment orienter tous ces jeunes gens qui veulent effectivement embrasser une carrière dans l'aviation. Puisque nous sommes en République démocratique du Congo, un pays très vaste, nous voulons savoir quel type d'avion nous exploitons. Voilà, déjà la question des types d'avions exploités, c'est d'abord un choix des compagnies aériennes, c'est-à-dire c'est la compagnie qui doit exploiter, qui doit plutôt choisir quel type d'avion elle veut employer en fonction, bien sûr, de l'exploitation qu'elle veut faire. Mais déjà, il faudrait arriver à les classifier. Déjà, nous avons plusieurs critères qui sont pris en compte pour la classification des avions.
Notamment, on peut classifier les avions en termes de rayon d'action. Lorsqu'on parle de rayon d'action, c'est simplement, de manière assez simple, la distance qui peut être parcourue par cet avion. Donc, quelle est la distance généralement parcourue? Nous avons des avions moyens, d'abord courts courriers, nous avons les courts courriers, nous avons les moyens courriers, les longs courriers. Donc ce sont les distances. Pour les courts courriers, généralement, si je ne me trompe pas, c'est 1000 km qu'ils peuvent franchir. Donc les distances qu'ils peuvent faire en aller comme en retour. Nous avons 1500 pour les moyens courriers, nous avons 3000, 3500 au-delà pour les longs courriers. Alors, en République démocratique du Congo, puisque les compagnies qui opèrent exploitent le réseau que nous dirons le réseau domestique, généralement, parce que c'est l'essentiel du réseau qui est exploité. Donc nous sommes plus en moyen courrier. Donc c'est ce qui répond plus aux besoins des compagnies aériennes actuellement. Et nous pourrons citer quelques types d'avions qui se retrouvent dans cette catégorie, notamment les avions les Boeing, de la famille Boeing, les 737, qui sont très couramment utilisés en République démocratique du Congo. Nous avons les Airbus A320, que d'ailleurs la compagnie nationale Congo Airways utilise. Nous avons aussi des 727 qui sont encore utilisés. Et bien sûr, il y a aussi des petits courriers qui sont utilisés, mais généralement, nous sommes dans cette plage-là. Donc, si nous voulons parler des avions qui sont exploités en République démocratique du Congo, on parlerait plus en termes de rayon d'action. Et tous ces avions se retrouvent pratiquement dans cette plage-là. Puisque nous parlons avion, nous voyons aéroport également. Combien d'aéroports, en fait, à la République démocratique du Congo? Oui, en République démocratique du Congo, nous avons, premièrement, il faudrait parler des acteurs. Il y a deux acteurs principaux dont nous devons parler. Nous avons, je vous ai dit, l'aviation c'est un système. Vous avez des infrastructures, vous avez des structures aussi, vous avez la réglementation, vous avez le personnel et tout pour ça. Mais en termes de structures, nous avons deux principales structures de gestion. Notamment, nous avons premièrement l'autorité de l'aviation civile, qui est le patron de l'aviation civile en République démocratique du Congo. En termes de normes, c'est l'autorité de l'aviation civile. En termes de supervision, je pense que ce sont des concepts que nous aurons tout au long de différentes émissions, nous aurons à développer, à parler de ça. Alors, nous avons l'autorité de l'aviation civile et nous avons aussi une entreprise à qui l'État a confié la gestion des aéroports, principalement, qui a comme principale mission la gestion des aéroports. L'aménagement, la construction et la gestion, c'est la régie des voies aériennes. Donc c'est elle qui gère en quelque sorte la majorité des... La RVA, que nous appelons communément la RVA. C'est elle qui a pour mission principale. Par contre, l'autorité de l'aviation civile gère le tout et supervise le tout. Alors nous avons des aéroports qui sont gérés par la régie des voies aériennes, nous avons des aéroports qui sont gérés par l'autorité de l'aviation civile. Alors aujourd'hui en République démocratique du Congo, on parle d'une cinquantaine d'aéroports que nous aurons. Et encore faudrait-il que nous fassions la distinction entre les aéroports, les aérodromes, les aéroports nationaux et les aéroports internationaux. Mais nous sommes dans la cinquantaine. Nous sommes dans la cinquantaine. Dans la cinquantaine. Une fois arrivé à l'aéroport, c'est vrai que beaucoup de gens rencontrent ces problèmes où on se trouve dans un aéroport mais on ne sait pas à qui s'adresser en premier. Alors que peut faire cette personne qui vient, qui est novice, qui ne sait pas encore à quelle personne exactement s'adresser pour continuer son parcours? Oui, oui, c'est une question qui est très pertinente parce que très souvent nous rencontrons ça lorsque nous avons des amis, des proches qui doivent voyager, surtout quand c'est pour la première fois. Souvent les gens sont un peu inquiets. Mais déjà, les aéroports tels qu'ils sont construits, tels qu'ils devraient être construits, c'est suivant il y a certaines normes qui doivent être respectées. Il y a des normes de construction des aéroports, c'est-à-dire vous devez avoir des signaux qui parlent, vous devez avoir un personnel qui est normalement destiné, à ça, à orienter les gens. Lorsque vous arrivez dans les aéroports, il y a des services tels que les services de facilitation. C'est un concept aussi dans l'aviation. Donc c'est le premier service? Oui, c'est un service, c'est un des services que vous allez trouver. Okay. Vous n'avez pas que le service de facilitation, mais c'est un des services. Notamment pour ceux qui est de l'orientation. Pour ceux qui est de l'orientation,
Pour le compte de l'aéroport, vous avez un service de facilitation. C'est un service qui vous donne tous les renseignements dont vous avez besoin. Donc, il doit être visible. Le cas de nos aéroports, je prendrai le cas de l'aéroport de Njili, c'est un service qui est que l'on peut facilement retrouver. Et c'est généralement le même service qui vous annonce lorsqu'il y a l'atterrissage d'un avion, lorsque les passagers doivent se présenter à l'embarquement, c'est ce service-là. Vous pouvez vous adresser à ce service pour tout renseignement utile dont vous pourrez avoir besoin. Mais à part ça, vous avez aussi les compagnies aériennes qui, elles aussi, ont un rôle fondamental à jouer dans la prise en charge des passagers. Les compagnies aériennes sont parfois aussi les premières qui sont en contact avec les passagers. Vous avez aussi d'autres services, des services de sûreté notamment, ou services de sécurité que vous retrouvez sur la plateforme aéroportuaire. C'est-à-dire qu'ils sont organisés, surtout sur les aéroports internationaux. C'est organisé de manière à ce que lorsque le passager arrive, facilement il est orienté et il est pris en charge correctement. Alors, nous sommes dans l'avion. Nous devons savoir combien de sièges comporte un avion. Bon, les sièges, là, ça dépend. Là, ça dépend. D'un avion à un autre, pratiquement, ça dépend. C'est comme je vous l'ai dit, il y a une première classification qu'on a fait en termes de rayon d'action. Il y a aussi une classification haute qu'on peut faire des avions en termes de capacité d'accueil des passagers. Nous avons des avions qu'on appelle les monocouloirs. C'est-à-dire que ce sont des avions qui ont un seul couloir au milieu et généralement ils ont une capacité qui peut aller jusqu'à 140, 150 passagers. Ils peuvent vous prendre 150 sièges. Vous pouvez avoir ça. Et vous avez des avions à deux couloirs généralement. Et là, on peut arriver dans les 250, 260. Et vous avez des avions comme les Boeing 747 qui peuvent vous prendre plus de 300 et les A380 qui arrivent même à 400, 500 sièges comme ça. Donc, vous avez toute cette panoplie, mais encore une fois, c'est la compagnie aérienne qui détermine. Ça dépend d'une compagnie à une autre. En fait, c'est la compagnie qui choisit. Donc, on ne force pas la compagnie à acheter tel ou tel type d'avion. Donc, il y a des études qui sont menées en amont sur le réseau qui va être... Mais on entend souvent parler de classe. Bon, ça c'est commercial, c'est purement commercial. C'est-à-dire c'est un choix. En suivant la configuration de l'avion, nous avons communément ce que nous appelons la first class, nous avons la business class et nous avons la classe économique et tout consort. Ça dépend encore une fois d'une compagnie à une autre. Mais vous comprendrez qu'en fonction des classes, le service aussi il est différent. Exactement. Il est adapté en fait. C'est évident. Voilà, c'est ça. Vous êtes ingénieur? Oui. Avant qu'un avion ne puisse décoller, il y a toujours des précautions que l'on prend avant. Alors, qui prend ces précautions? Oui, il y a des précautions qui doivent être prises. Ça, c'est impératif parce que vous voyez déjà, lorsqu'on parle du transport aérien de l'avion, déjà il évolue dans un milieu qui est assez particulier, c'est les airs. Hein. On dit souvent ça, c'est lorsque vous roulez avec votre voiture, écoutez, vous avez une panne d'essence, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez garer à côté votre voiture et courir à une station-service pratiquement, mais avec l'avion, lorsque vous avez une panne sèche, vous comprenez un peu quelles pourraient être les conséquences. Donc on n'a vraiment pas droit à l'erreur. C'est pourquoi il y a des mesures de sécurité strictes qui sont prises, notamment par les compagnies aériennes. Parce que lorsque nous parlons de l'avion, l'utilisation de l'avion, c'est la responsabilité première de la compagnie aérienne. Alors, à bord de l'avion, nous avons deux catégories de personnel de la compagnie aérienne. Nous avons le personnel dit technique, qui s'occupe de la conduite de l'avion. Et là, nous avons notamment les pilotes, le commandant de bord, son copilote. Et pour certains avions encore, les flight ingénieurs. Ah, donc il y a une différence entre le maître de bord et les pilotes? Il y a une différence. Il y a le commandant de bord. Il y a le commandant de bord et son copilote, en fait. En fait, le commandant de bord, c'est lui le maître à bord. C'est lui qui décide. Il y a toute une réglementation par rapport à ça. Il y a certaines prérogatives qui lui reviennent. C'est-à-dire, c'est le commandant de bord qui peut décider de prendre ou pas un passager. Donc, il a le droit. Vous achetez votre billet, vous voulez voyager pour une raison ou une autre. Le commandant de bord peut décider que vous soyez débarqué.
Là c'est la catégorie du personnel navigant technique. Mais nous avons l'autre catégorie, le personnel navigant commercial. Là, c'est ceux qui, durant le vol, doivent s'occuper du confort des passagers. Là, vous avez les hôtesses, vous avez les commis de bord, les stewards. Ah, et vous avez ce monde-là, c'est plutôt cette catégorie de personnel qui a pour charge de communiquer aux passagers le minimum des informations dont ils ont besoin. Mais généralement, aux passagers, on leur dit qu'est-ce qu'ils pourraient faire au cas où il y aurait un problème technique, comment est-ce qu'ils peuvent réagir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en cas, par exemple, de dépressurisation de la cabine. Puisqu'on en prend des précautions avant le décollage, oui. Pourquoi il y a des crashs? Bon, pourquoi il y a des crashs? Déjà, je dirais que l'avion, c'est une œuvre humaine. Donc, elle est soumise à certaines imperfections. Donc, pourquoi il y a des crashs? D'abord, c'est parce qu'il y a une œuvre humaine. Mais dans le domaine de l'aviation, il y a le concept. Lorsqu'on parle des accidents généralement, nous disons qu'un accident n'arrive jamais par hasard. Et lorsqu'un événement pareil arrive, il y a généralement la contribution de plusieurs paramètres, plusieurs facteurs. Il y a notamment ce que nous appelons les facteurs humains. Les facteurs humains, c'est l'homme, les décisions qu'il prend. Nous avons le facteur matériel, c'est l'appareil lui-même qui est utilisé. Et nous avons les facteurs environnementaux. Environnemental, ça c'est, on voit beaucoup plus la météo. Vous comprendrez que suivant qu'il pleut ou qu'il ne pleut pas, les conditions ne sont pas les mêmes. Par exemple, à un atterrissage, s'il a fortement plu sur une piste d'atterrissage, vous conviendrez avec moi que... Mais il y a sûrement des précautions que l'on prend impérativement. Par rapport au temps aussi. Oui, il y a des précautions, mais le risque zéro, il n'existe pas. Okay. Le risque zéro, il n'existe pas. Alors c'est là où je parlais des notions des facteurs. Généralement, lorsqu'un accident se produit, c'est la réunion de ces trois facteurs. C'est lorsque tous ces trois facteurs sont réunis. Pourquoi je le dis? Parce que vous avez les avions, ce sont des équipements, des avions qui sont souvent à la pointe de la technologie. Nous le voyons souvent, ils sont vraiment à la pointe de la technologie. Mais ils sont utilisés par des hommes. Vous voyez, c'est un homme qui l'utilise. Alors, lorsqu'il y a une défaillance mécanique qui est associée à une mauvaise prise de décision, par exemple humaine, et avec des facteurs environnementaux qui vont favoriser en quelque sorte la survenance des accidents et des crashs. Donc généralement, lorsqu'il y a un accident, c'est ces trois paramètres qui sont réunis. Mais je pense que nous aurons le temps en détail dans les prochaines émissions, vraiment présenter, voir en détail comment est-ce que cela se passe en quelque sorte. Alors combien de temps un avion peut-il vivre? Ok, bon, la question de durée de vie d'un avion, premièrement, elle est définie en amont, c'est-à-dire déjà à la conception. Lorsqu'on conçoit en fonction des matériaux utilisés, il y a des expériences qui sont faites. Actuellement, avec la technologie, on peut, suivant certains modèles, avec l'informatique, on sait déjà savoir un avion utilisé dans telles conditions pendant autant de temps pourrait vivre, ou bien comme vous le dites, vivre pour une telle ou telle période, donc la durée de vie. Mais cette durée de vie aussi peut être, je pourrais dire, raccourcie au cas où, par exemple, les instructions du constructeur en termes de maintenance ne sont pas respectées. C'est comme le corps humain en quelque sorte. Donc mieux vous prenez soin de votre corps, plus longtemps il pourra vivre. Mais pour ceux qui ont des avions, il y a une durée de vie qui est généralement prévue. Mais cela aussi, comme je dis, c'est prévu en amont. Il y a le constructeur qui va le prévoir. En exploitation aussi, cela sera appréciable parce qu'un événement peut survivre, un événement malheureux et il peut faire que l'avion soit déclassé. Mais nous sommes déjà dans la plage de la vingtaine. Donc nous avons des avions qui, après 20 ans, ils sont toujours exploitables. Aujourd'hui, nous en avons qui après 30 ans, on peut encore les utiliser. Tout dépend aussi du programme de maintenance s'il est respecté. Parce que déjà, l'avion, pour qu'il puisse être exploité, je vous ai parlé du grand patron de l'aviation, l'autorité de l'aviation civile. Okay. Ça, c'est le travail. C'est un travail très délicat, un travail très important que l'autorité de l'aviation civile fait, c'est-à-dire en tenant compte
de ce que l'exploitant fait en termes d'entretien. Est-ce que l'exploitant respecte le programme d'entretien qui a été édicté par le constructeur? Et si cela est respecté, on délivre à cet avion ce qu'on appelle un certificat de navigabilité. C'est comme pour toi, pour vous, c'est comme pour vous, votre certificat d'aptitude physique. Donc, de temps en temps, il faut aller chez le médecin et il doit vous déclarer apte. Et cela aussi est fait. Donc, c'est constaté. Bien qu'en amont, cela peut être prévu, mais cela est constaté aussi en cours d'exploitation parce qu'un événement peut faire que la durée de vie de l'avion soit raccourcie. Okay. La capacité de déplacement d'un avion, est-ce qu'elle est générale ou ça dépend d'un avion à un autre? En tout cas, ça dépend. Là, aller de Kinshasa par exemple vers la France, voilà. Kinshasa vers Lubumbashi, voilà. Est-ce qu'il y a des avions comme ça qui n'ont pas une très longue distance, donc je ne sais pas moi si on peut dire 1 kilomètre ou quoi que ce soit? Justement, c'est parce que les constructeurs, parce que actuellement ce qui se fait, même les constructeurs des avions, ils le font en concertation avec les exploitants. C'est-à-dire lorsque les constructeurs veulent mettre au point un nouveau type d'avion, actuellement ils associent toujours les exploitants. Parce qu'en finalité c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui savent ce qu'ils veulent pratiquement faire. C'est comme le choix d'une voiture. Vous voulez acheter une voiture pour en faire quoi? Vous voyez, donc cela dépend de l'utilisation que vous voulez faire. Mais en termes de distance, effectivement, cela revient à ce que nous avons dit sur les rayons d'action. Il y a des avions qui sont destinés à un rayon d'action très réduit. Il y a des avions qui vont, suivant l'exploitation qu'on veut en faire, il y a des avions actuellement qui vous font plus de 10 heures, comme ça, dans les airs, sans escale. Okay. Oui, pour les vols intercontinentaux, vous savez, des avions tels type le Boeing 777 qui vous font la traversée de l'océan Pacifique sans escale. Donc vous avez des dizaines, des quinzaines d'heures comme ça en vol. Ce qui peut aussi être possible qu'un avion se déplace de Kinshasa sans faire escale jusqu'au Canada. Oui, bon, il faudrait d'abord que nous puissions connaître la distance. Kinshasa jusqu'au Canada, parce que je sais que Kinshasa jusqu'à Bruxelles, déjà on est dans les 10 000 km, peut-être pratiquement la traversée de l'Atlantique. Je pense bien que c'est possible. Avec des types d'avions à grand rayon d'action, actuellement comme les types Boeing 777, les 777 par exemple, déjà qui vous traversent l'océan Pacifique, ils vous font Ces types d'avions existent à Kinshasa? Non, les compagnies aériennes congolaises, comme je l'ai dit, vu que nous sommes essentiellement dans le réseau local, réseau national, donc c'est pas un investissement que les compagnies congolaises pourraient faire pour le moment, vu que nous sommes purement dans le réseau local. Donc faire cet investissement ne serait pas rentable, d'autant plus que vous pourrez aussi avoir des contraintes en termes d'infrastructure. Parce que oui, ce n'est pas tout type d'avion qui peut atterrir sur toute piste, sur tout aéroport. Parce qu'il y a des aéroports qui ont des pistes qui sont réduites. Donc ce n'est pas sur tout aéroport que tout avion peut atterrir. Parce qu'il y a une certaine longueur de piste qui doit être respectée. Or, nous avons des aéroports qui ont des longueurs de piste qui ne sont pas assez longues ou qui sont souvent réduites pour raison de certains travaux qui sont généralement faits. Mais vous n'avez pas tout ça. Et ça aussi, ça fait partie du choix des compagnies aériennes. Parce que lorsque vous allez exploiter un réseau, vous devez connaître quelles sont les infrastructures auxquelles vous aurez à faire face ou bien que vous aurez à utiliser. Notamment la longueur de piste, la capacité d'emport, ce que vous allez transporter comme passager, tout ça. Donc ces types d'avions ne sont pas encore exploités par les compagnies aériennes congolaises pour des raisons évidentes. Nous avons plusieurs questions à poser, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Nous allons revenir sur certaines questions, puisque ça a été intéressant. Monsieur Hervé, nous disons merci de votre présence. Merci pour la réponse favorable à notre invitation. Nous vous remercions également, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous prenons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro.